OK. Alors, re-bienvenue, mes amis. Donc, ici Popo le Boy. Donc, pour Profitabilité. Donc, on est mardi 5 avril 2022 et c'est un privilège et un honneur pour moi d'être là parmi vous. Donc, salutations à tous ceux qui sont connectés et tout. Et je remercie Dieu d'avance et tout pour l'extraordinaire session qu'on va avoir ensemble aujourd'hui et tout. Alors, quelqu'un a pris le temps de se connecter aujourd'hui et ça, c'est tout simplement, donc, ça témoigne donc d'une volonté donc certaines, donc une volonté d'un certain niveau pour voir certains changements dans nos vies. Vous voyez, le concept de profitabilité, donc le concept de cette émission, est un concept juste crucial. Pourquoi? Parce que toute notre existence repose sur un concept de profitabilité. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça, vous voyez. On n'a vraiment pas besoin d'aller à l'école. Dès l'instant où un enfant est né, et tout, ben, le concept de profitabilité est là. Le simple fait que le bébé pleure et qu'il faut le lait de sa maman, ben, il faut bien que, oui, c'est la profitabilité. Ça veut dire que pour que son organisme fonctionne correctement, ben, il doit être nourri pour qu'il accomplisse ce qu'il est venu accomplir sur Terre, ben, il faut bien que les parents fassent leur travail. Donc, les parents vont contribuer à créer un concept, un contexte justement où l'enfant donc est dans un environnement profitable pour lui, où il peut manger, il peut se reposer, il peut dormir dans une chambre, dans un lit, etc. Il peut faire ses siestes et tout et tout. Donc, on ne peut pas se détacher de cette notion-là. Vous voyez? Mais encore là, ça ne veut pas dire qu'on a tous été éduqués, on va dire on a tous été, ou on va dire on a tous appris à réfléchir dans ce sens-là pour nos vies. Ça ne court pas les rues en tant que tel. On va beaucoup plus juste un contexte où tout le monde fait à peu près la même chose et tout, et puis voilà. Et parce que tout le monde le fait, ben, ça doit être la bonne chose, en fait. C'est un peu comme ça que la plupart des gens raisonnent. Ben, si tout le monde le fait, ben, je pense qu'il n'y a aucun problème. Tout le monde le fait de toutes les façons. Okay, tout le monde va à l'école, tout le monde cherche un boulot, tout le monde vous demande, OK, ben, où est-ce que tu travailles? OK. Imagine un peu quand viendra le moment où, au lieu qu'on vous demande où est-ce que tu travailles, on va vous demander, OK, ben, quel genre de business tu es en train de bâtir en ce moment? Ça, lorsque ces questions-là deviendront beaucoup plus, je veux dire, courantes, déjà que là, on ne pose pas ces questions-là. Vous voyez, la question habituelle, c'est qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? En anglais, how do you make a living? What do you do for a living? En anglais, la question, what do you do for a living? veut juste dire, OK, qu'est-ce que tu fais pour vivre? OK? Qui te paye un salaire? Etc. À la rigueur, la question en anglais, what do you do for a living? On peut répondre que je suis un businessman ou j'ai une entreprise. Mais généralement, on va vous demander où est-ce que vous travaillez. OK? Donc, où est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Etc. Mais j'aimerais bien, imaginez juste quand la société arrivera à ce point-là. Donc, on sera demandé, OK, ben justement, donc, quelle entreprise tu es en train de bâtir? Vous voyez? Donc, parce que là, tout le monde fait ce que tout le monde fait, tout le monde va travailler, ben voilà, tout le monde va travailler. OK, quel genre d'études tu fais? Il n'y a aucun problème à aller à l'école, OK? On a besoin d'apprendre, on a besoin de passer par une instruction. Donc, l'école est tout à fait... non, le concept de l'éducation est important. L'école, c'est autre chose. L'éducation est indispensable, l'école, c'est autre chose. Je sépare les deux. Il y a l'éducation et il y a l'école, OK? Parce que quand on parle de l'éducation, c'est indispensable. C'est universel et sans éducation, ben, on ne peut pas avancer dans la vie. Parce qu'il faut bien que quelqu'un vous enseigne quelque chose. Vous voyez, tous les grands de ce monde ont eu un mentor. Il y a quelqu'un qui leur a dit comment ça marchait. Donc, l'éducation est inévitable. L'école, c'est autre chose. Vous voyez, parce que l'école, il y a toutes sortes d'agendas par rapport au contexte de l'école qui, en fait toute autre chose. Vous voyez. Raison pour laquelle ma femme et moi avons sorti nos enfants de l'école. Nos enfants sont enseignés à la maison. Vous voyez, l'école à la maison. Parce que justement, il y a l'éducation qui est indispensable et il y a l'école qui est autre chose. Tout à l'heure, ma femme, j'ai vu un peu ce qu'il faisait aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui. C'était cool, c'était vraiment impressionnant. OK, donc le thème aujourd'hui avec l'école à la maison, c'était une leçon. Enfin, ils vont avoir français et maths tout à l'heure et tout, mais là, tout à l'heure, c'était comme un genre de cours sur le comportement. Et c'était pour démontrer la gentillesse. Et dans la communauté de ceux qui font l'école à la maison, il y a une grosse communauté et les mamans s'échangent des informations, etc. Et puis elle a découvert un petit film et tout ça et tout sur la gentillesse. Et le thème du jour, c'était donc développer donc cette gentillesse-là.
Et chaque enfant a dû donc prendre une fiche et écrire, en fait, selon eux, c'est quoi être gentil. Et tout ça et tout. Et elle m'a montré les fiches, tout ça, chacun a écrit. Et c'est fantastique, ça, vous voyez. Et donc, ils ont eu une petite séance au popcorn tout à l'heure. J'ai même eu à manger un peu de popcorn. En tout cas, c'est assez ça. Il n'y a pas de boustify là-dedans, vraiment. Et tout. Donc, une fois de temps en temps, popcorn et tout, j'ai trouvé ça cool, en tout cas. Et tout. Et ils ont eu une petite séance popcorn et ils ont regardé un film sur la gentillesse. Donc, pour bâtir justement donc, cette dimension-là. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, ils vont voir français et maths. Vous voyez. Bon. Et entre-temps, vous prenez le contexte des écoles, on va dire en Amérique en ce moment. Ok, je ne sais pas trop c'est comment en Europe ou en Afrique. Mais en Amérique en ce moment, ok, les écoles sont beaucoup plus intéressées à dire à un enfant, ok, je veux dire, inculquer à l'enfant ou ramener, je veux dire, il y a le concept de l'éducation qui est là, mais du coup, c'est pas juste de l'éducation. Lorsqu'on commence à présenter à un enfant un contexte sur son orientation sexuelle, par exemple, ben là, écoutez, vous voyez un peu. Ou bon, finalement, les garçons ne sont plus des garçons et les filles ne sont plus des filles s'ils ne veulent pas. Du coup, donc, imaginez un peu l'élément destructeur de dire à un enfant qu'il peut décider à un jeune âge, ok, s'il veut de garçon ou pas. Ouais, mais s'il veut de garçon, il n'a qu'à regarder avec quoi il est né, quel genre d'équipement il a. Vous voyez? C'est comme c'est du genre quoi, bah, Dieu ne sait pas ce qu'il fait, vous voyez un peu. Donc, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Mais ça a l'air, okay, quand je le dis comme ça, on se demande qu'est-ce qu'il n'exagère pas. Chers amis, je n'exagère pas. L'Amérique, il se passe des choses en tout cas, vous voyez. Donc, l'éducation demeure indispensable, mais juste petite parenthèse, l'école, c'est autre chose. Vous voyez. Et en restant dans le contexte de l'école, lorsque Robert Kiyosaki nous a dit que son père, son vrai père, son père biologique, qu'il appelait son père pauvre, parce que si vous connaissez le concept ou le contexte du livre Père riche, Père pauvre, il a donc parlé de son père pauvre, qui est son père biologique. Okay? Donc, il était à la tête du ministère de l'Éducation aux États-Unis. Donc, il a fait le parcours traditionnel. Et son père riche, c'était le meilleur ami de son père, et un multimillionnaire, et tout, qui lui a appris justement, écoute, si tu veux être libre et riche dans la vie, bah, justement, ne suis pas l'école, ne suis pas le boulot, et ne fais rien de tout ça. Et finalement, bah, il a fait ça à un moment donné, mais à un moment donné, il écoutait son père riche, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, donc, il est libre financièrement. Mais son père pauvre, son vrai père, lui a dit clairement, et lui, il était à la tête du ministère de l'Éducation dans l'État d'Hawaï, aux États-Unis. Et il lui aurait dit à la maison clairement, écoutez, okay, on nous a interdit d'avoir quelconque programme dans notre système d'éducation sur l'argent. Il ne devait avoir aucune forme d'enseignement sur l'argent. Vous vous rendez compte? Aucune forme d'enseignement sur l'argent. Donc, vous allez à l'école pour vous formater pour que quelqu'un éventuellement vous engage, mais vous ne savez rien sur l'argent, à part que je veux juste apprendre un métier pour que quelqu'un m'en donne de l'argent. Oui, mais d'accord, mais l'argent en tant que tel, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Non. On était censé ne rien dire à qui que ce soit sur l'argent. Ça, c'est le chef du ministère de l'Éducation qui aurait dit ça à son propre fils. On nous a interdit, donc l'enseignement de l'argent n'existe pas. Alors, si l'enseignement de l'argent n'existe pas, bah, qui va enseigner donc, à quelqu'un donc, comment être libre financièrement? Qui va l'enseigner? Vous voyez? Qui? Donc là, maintenant, s'il n'y a pas comme le père riche, là, le meilleur ami de son père, qui lui avait déjà réussi et qui pouvait maintenant enseigner comment ça marchait, ben finalement, c'est à qui la responsabilité? Si le gouvernement donc, a établi des choses comme quoi, ok, ben, à l'école, ok, on ne parle pas d'argent à l'école. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire quoi ça pour un enfant qui va à l'école? Ça veut dire, ok, ben écoute, école, ok, ça va avoir l'air un peu brutal, ce que je veux dire, ok? C'est un peu du genre, ok, l'école, ok, barre oblique, comment être limité dans la vie et comment être pauvre, en fait. Ok? Donc, école, barre oblique, comment être pauvre. Vous voyez? C'est quasiment ça. Vous voyez? Et là, je vous parle juste de l'aspect. Oui, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple sur les valeurs morales qui sont complètement à l'envers. Oui, les valeurs morales et spirituelles sont complètement à l'envers. Okay, par rapport à qu'est-ce qu'on va inculquer aux enfants. C'est inacceptable, vous voyez. Mais ça, c'est les choses qui sont développées dernièrement.
Et c'est un mouvement tellement répandu partout. Vous voyez. Mais encore là, si on revient juste aux choses qui étaient déjà là lorsque le système scolaire a été lancé, ben écoutez, vous ne dites rien aux gens sur l'argent, mais et c'est quoi? Donc, les gens n'ont aucune notion. Tout ce qu'ils savent, c'est écoute, va apprendre tel ou tel métier et espère qu'on t'engage et on te donnera de l'argent. Et là, on arrive et tout, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on détermine, ok, ben voici ce qu'on va vous payer. Mais vous n'en savez rien, parce qu'on n'a jamais rien appris sur l'argent. OK, 12 $ de l'heure, 12 € de l'heure, OK, waouh, quelqu'un veut me payer. Dieu merci, quelqu'un veut me payer. Ça fait aucun sens. Oui, tant mieux, il faut bien que quelqu'un vous paye quelque part, parce que bon, il faut payer des factures. C'est un système économique. Mais encore là, qui a décidé que quelqu'un valait 12 € de l'heure, 8,50 € de l'heure, 14 € de l'heure, 6,50 € de l'heure ou 12 $ de l'heure, 17 $ de l'heure. Je me souviens quand je travaillais encore, ok, à l'époque où je travaillais, fin des années 90, début des années 2000. Je parle d'il y a 20 ans là. Ok, quand j'étais encore employé et tout, bah, hey, j'avais commencé, je pense à quoi, à 14 $ de l'heure dans un boulot que j'avais pris après l'université et tout. Et puis, à un moment donné, c'était monté à 18 $ de l'heure. Mais je pensais que j'étais riche, là. 17 $ de l'heure, 18 $ de l'heure. Waouh! On vous donne un contrat, vous êtes employé et tout. C'était comme waouh! OK. Mais qui a déterminé que je valais 18 $ de l'heure? Vous voyez? J'ai fait une publication sur le groupe WhatsApp et tout pour créer la réflexion, pour juste provoquer la réflexion. Et dans cette publication-là, j'ai montré justement la joueuse de tennis, donc cette polonaise-là et tout, donc la polonaise Iga, ok, je n'arrive pas à prononcer. Son nom, c'est quoi encore? Iga, en tout cas, Swiatek, quelque chose comme ça. En tout cas, Iga, on va dire Iga, ok? Qui vient de gagner le tournoi de Miami, l'Open de Miami aux États-Unis. Moi, je parle de tennis parce que je suis un grand, on va dire, adepte du tennis. C'est un sport que beaucoup, de par ma taille, parce que je suis assis ici, puis on ne pourrait pas voir ma taille, mais je mesure quoi, 1m88, et puis bon, généralement, les gens vont penser, parce que je mesure 1m88, ok, est-ce que tu joues au football? Est-ce que tu joues au basketball? En tout cas, les basketteurs sont beaucoup plus grands que 1m88. Bon, bref, quand je dis que je joue au tennis, c'est du genre, ok, tennis, ok, ouais, c'est ça. Là, ça a été mon sport. Je suis très fort dans les sports de raquettes. Tennis, ping-pong, là. Vous me mettez dans un match de ping-pong, là, en tout cas, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ping-pong, j'avais atteint un niveau où c'était vraiment tac, 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 tac. Hein, le ping-pong, là, en tout cas. Le jour où on aura l'opportunité d'avoir une grosse retraite de leadership, ok, où on pourra tous voyager, ok, idéalement, parce que de nos jours, là, les voyages, ok, tout le monde ne peut pas nécessairement voyager, mais dans un contexte où on pourra tous voyager et avoir une grosse retraite de leadership, de développement personnel et tout, ben, ça serait bien dans un endroit, dans un complexe vacances et tout, où il y aura des tables de ping-pong. Et je vous mets au défi de venir m'affronter au ping-pong, ça va être chaud. J'ai une grosse passion pour ça. Dans mon adolescence, là, wow, c'était ping-pong tout le temps. Ping-pong, tennis, en tout cas, bref. Et donc voilà, Iga, ok, donc, qui gagne le tournoi de Miami. 1,2 million de dollars et des poussières qu'elle reçoit ce jour-là. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je parle d'elle? Et j'ai parlé de ça sur le groupe WhatsApp. Okay? Je ne sais pas trop si on a compris de quoi je parlais. Mais j'ai mentionné dans mon message valeur marchande. Et la question que j'avais posée à tout le monde, quelle est votre valeur marchande? Vous voyez? Vous voyez, j'ai un style où je parle comme ça et on peut avoir l'impression que de quoi est-ce qu'il parle, où est-ce qu'il va, mais tout est connecté. Vous voyez? Tout est connecté. Et ces questions de, vous voyez, c'est pour ça que ces podcasts ici, réécoutez-les. Réécoutez-les, ma femme. Enfin, c'est ma femme. Et tout. Elle avait, parce que quand je publie ça quand je publie ça de ma chaîne YouTube, je l'ai publié comme première, ok, première. Et elle reçoit les notifications, et bien je lui envoie aussi. Et elle écoutait l'une de ses émissions ici, là. Donc l'un des épisodes passés. Et tout, et j'étais comme, waouh, ça me booste, je suis tellement motivé, et tout ça, et tout, c'est tellement bien, et tout. Et c'est tellement important de toujours réécouter ces choses, réécouter. Et je vous dirai tout à l'heure un petit mot sur l'importance de réécouter à chaque fois. OK? Réécouter à chaque fois. Vous allez comprendre pourquoi ce qu'on pense être une répétition, OK, ben, on ne comprend pas pourquoi la répétition est là. Mais vous allez voir dans un instant, j'en parlerai. Mais je reste avec Iga, OK? Alors, Iga, c'est jeune polonaise,
qui vient de devenir numéro 1 mondial du tennis. Et c'est fantastique, ça, numéro 1 mondial, vous vous rendez compte? Donc c'est la meilleure joueuse de tennis en ce moment. Ok? Elle vient de gagner le tournoi de Miami, 1,2 million de dollars et des poussières pour un match. Donc en un match, ok? C'est sûr qu'elle a dû faire le premier tour, deuxième tour, troisième tour, huitième de finale, ok, quart de finale, enfin 16e de finale, huitième de finale, quart de finale, demi-finale et remporter le tournoi, c'est sûr. Elle aurait perdu en demi-finale, elle n'aurait pas eu 1,5 million. Elle aurait peut-être eu 800 000. Vous voyez? Ou 700 000. Mais il n'empêche qu'elle gagne le tournoi et sa bourse est de 1,2 million de dollars. Il y a des gens de toute leur vie qui n'auront pas atteint 1,2 million de dollars. Vous voyez? Il y a des gens en 10 ans qui ne pourront pas totaliser 1,2 million de dollars. Et voilà 1,2 million de dollars en un match. En un match. Pourquoi maintenant la question? La question maintenant que je pose à tout le monde, pourquoi est-ce qu'on lui donne 1,2 million de dollars? Ok, ça vient d'où cet argent-là? Il vient d'où cet argent-là? Ben, je veux le dire, ok, l'argent vient des commanditaires. Commanditaires, qui sont les commanditaires? Les commanditaires sont toutes ces grosses corporations qui vont mettre leur argent dans un tournoi comme ça, parce qu'il va y avoir du monde, du monde et tout, ok? Des gens qui vont venir voir quoi? Les joueurs de tennis. Pourquoi? Parce que eux aiment le tennis, ils aiment le sport, ok? Ils aiment la compétition, l'aspect réel de la compétition avec des gens qui ont leurs vraies émotions, qui se battent pour leur vie pour gagner un match, ok? Et les gens aiment venir regarder qui va gagner. On a nos joueurs préférés, etc. Et humainement, c'est fantastique. On aime bien, ok, être derrière les gens. On aime bien, voilà, ou je l'aime bien celui-là et voilà, je veux qu'il gagne. Quand la personne gagne, c'est un peu comme notre victoire. Okay? C'est dans nous, c'est dans l'humanité. C'est un aspect extraordinaire. Et dans les sports comme le football, ok, football, soccer, du pied là, football. Ok, parce que quand on dit football américain, c'est différent que le football. La notion de football telle qu'on la connaît en Europe ou ailleurs, en Afrique et tout. Et quand on prend le football, la Coupe du Monde, je pense que c'est cette année, la Coupe du Monde, et tout, mon pays d'origine s'est fait battre là dernièrement, donc ils ne vont pas participer, c'est pas grave. Mais c'est des millions et des millions, ok? Et il y a des pays où lorsque l'équipe nationale perd un match, c'est quasiment comme un deuil. C'est quasiment comme un deuil. Ouais. Mon pasteur me disait, nous raconte toujours en rigolant et tout, que dans son pays, parce que mon pasteur vient du Ghana, et puis il me disait, au Ghana, il y a des églises, quand le Ghana joue, okay, l'équipe du Ghana joue, c'est quasiment comme si l'église ferme. Et les pasteurs sont d'accord avec ça, l'église ferme, c'est comme, ok, tout le monde va au match. En tout cas, il racontait ça toujours en rigolant, quoi. C'est du genre, waouh. Il y a des pays où des gens qui vont quasiment se suicider, là, des pays comme le Brésil. Okay, où les gens peuvent quasiment s'en sauter la vie si l'équipe perd le match. Quasiment, c'est quasiment. Il y a parfois des joueurs qui sont en danger si, admettons, que la victoire était entre leurs mains, enfin, entre leurs pieds. Genre, il y avait un penalty. Un penalty, c'est lorsque, bon, il y a une pénalité et on dit, ok, que bon, voilà, on peut tirer et pour marquer. Le gardien, s'il arrête, il arrête, mais si la balle rentre, on marque le but. Genre, il y avait le penalty et ça repose sur un joueur et c'est à lui de tirer et de juste marquer. Et ce joueur-là rate le but, ok? Genre, il marque pas le but. Il y a des pays où quasiment, donc, il y a eu des joueurs qui étaient en danger tellement par des fanatiques fous qui disent, ben non, écoute, tu rates cette balle-là alors qu'on aurait eu la victoire et c'est comme... Donc, je donne tous ces exemples-là. Je donne tous ces exemples-là parce que c'est la raison pour laquelle il y a autant d'argent. Il y a autant d'argent parce qu'il y a le fanatisme qui est là, il y a le côté on est adepte, il y a le côté on est en fait des amateurs du sport, on aime le sport, et on veut venir voir, c'est du divertissement. Oui, on est diverti, on est content et ça nous fait quelque chose, c'est dans l'âme que ça se joue et tout, vous voyez. Et pour cette satisfaction au niveau de l'âme, et c'est dans l'humanité ça, on a besoin de ça. Ouais, c'est tout à fait normal, on a besoin de ça. Dieu nous a créés de façon multidimensionnelle, esprit, âme et corps, et on doit de façon équilibrée satisfaire et le corps, et l'âme, et l'esprit. Ouais, les trois dimensions. De nos jours, cette société va plutôt prôner corps et âme, mais on oublie souvent l'esprit. Okay. Donc voilà.
Alors, 1,2 million de dollars qu'on a payé à Iga, qui vient de gagner ce tournoi de Miami. Pourquoi? Parce que justement, il y a des passionnés du sport qui viennent te divertir, etc. Et ça ramène des foules. Et si ça ramène des foules, qu'est-ce qui se passe? Les commanditaires viennent maintenant afficher leurs produits. Ils viennent faire leur pub. Alors, pour des raisons, justement, d'afficher leurs produits, etc., faire connaître leurs produits et tout, donc on a des commanditaires majeurs. C'est pour ça que pendant les matchs de tennis, vous allez voir les bannières derrière, il y aura toujours genre Garnier, ceci, cela, Lancôme, et tout, BNP Paribas, pour ceux qui sont en Europe, là, ok, comme Ornella MTV. Pendant Roland Garros, ok, si on habite en Europe, on connaît Roland Garros, ok, ben pendant Roland Garros, ben vous verrez toujours BNP Paribas, ok, sur les bannières derrière. Et tout, parce que c'est un commanditaire majeur du tournoi de Roland Garros, qui est l'un des plus grands tournois du monde pour le tennis, okay, sur la terre battue rouge. Donc voilà, à Paris, ça se joue à Paris. Donc chaque année, au mois de mai, fin mai. Dernièrement, avec ce qui se passait dans le monde, les dates avaient changé, mais généralement, la tradition de Roland Garros, c'est fin mai et tout. Alors, donc les commanditaires viennent mettre leur argent. Pourquoi? Parce qu'il y aura du monde. Les gens aiment le tennis et ils viendront regarder le match. Vous voyez? Et les matchs. Et tout cet argent-là, ben, les organisateurs du tournoi ont leur part, mais les joueurs aussi ont leur part. Vous voyez? Donc, avec ça, maintenant, ils vont maintenant mettre une bourse. Le vainqueur prend, OK, 1,2 million de dollars. Mais il y a 20 ans, on ne donnait pas 1,2 million de dollars au vainqueur d'un tournoi comme Miami. C'est sûr qu'avec le temps et l'inflation et tout, donc on ajuste les choses, comme vous voyez. Donc, la valeur marchande de Iga, qui vient de gagner ce tournoi de Miami, OK, lui a valu justement le 1,2 million de dollars. Ça veut dire qu'il y a une certaine valeur marchande qui a été établie pour quiconque gagne un tournoi. Okay. Il y a une valeur marchande pour un joueur de tennis qui est numéro 1 mondial. C'est quoi sa valeur marchande? Ben, en plus du fait que, par son talent, okay, le fait qu'elle est numéro 1, elle est censée battre tout le monde et arriver en finale et tout gagner. En plus de ça, il y a aussi la valeur marchande par rapport aux commanditaires. Okay? Adidas va venir vous faire la chasse, vous faire la cour plutôt. Okay? Si vous portez nos vêtements Adidas, contrat de 10 millions par année, 60 millions par année, chaussures Adidas, etc. et tout. Vous voyez, la raquette. Ok, vous voulez jouer avec Adidas, vous voulez jouer avec Wilson, il y a toutes sortes de différentes marques de raquettes. Si on peut avoir un contrat de raquette avec vous, ils vont vous faire la cour. Voilà, de la technologie, etc. et tout. Et si vous décidez de prendre leur raquette, oh, fantastique. Okay? Joueuses ou joueurs super connus qui jouent avec une raquette Wilson, c'est comme waouh. Alors Wilson vous donne un contrat pour la raquette, ok, en millions de dollars. Parce que quand les gens vont vous voir jouer avec Wilson, ils voudront acheter les raquettes Wilson. Parce que votre popularité fait en sorte que, donc voilà, ok, vous devenez comme une influence. Ok? Et parfois, il y a des contrats, tout, chaussettes, chaussures, comme par exemple Serena. Ok, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est Serena Williams. Ça, en tout cas, ça a été, ça continue d'être ma joueuse. En tout cas, top. En tout cas, à un moment donné, là, quand il y avait un match Serena Williams, là, ne venez pas me parler. Ok. Aujourd'hui, évidemment, c'est différent. Mais il y a une époque, surtout au tout début, là, Serena Williams joue, ne venez pas me parler. C'était du genre, je suis gloué devant l'écran de l'ordinateur ou de la télé, ou parfois s'il n'y avait pas d'image, je suis en train de regarder les scores et tout, parce que je veux qu'elle gagne et tout. Bref. Alors vous prenez une Serena Williams et tout, sa popularité et tout, et le niveau qu'elle a atteint, sa notoriété, sa valeur marchande, lui a valu, ok, la possibilité de dire à Nike, qui l'habille, que je veux dessiner mes propres collections de vêtements de tennis. Donc, vous allez la voir dessiner la collection qu'elle va porter pour Roland Garros, pour le printemps. Vous allez voir qu'elle va dessiner une autre collection pour l'été, collection pour l'automne. Et Nike va honorer les collections qu'elle propose. Elle ramène ses croquis, parce qu'elle s'est aussi lancée dans la mode, donc elle sait dessiner ses propres vêtements. Donc, elle a pu négocier ça. Mais ce n'est pas tous les joueurs qui vont négocier ça. Vous voyez, sa valeur marchande l'a mis en position de pouvoir dire à Nike, écoute, pour mes vêtements, je vous propose mes propres croquis, et ils ont fait des lignes et des gammes Serena Williams. Vous voyez. Dans le basketball, il y a eu des chaussures Nike Jordan. Vous voyez, avec la signature Air Jordan.
tout ça, ça va en termes de valeur marchande. Il s'est positionné au point où Nike juge que si on pouvait créer une ligne spéciale avec le nom de Michael Jordan, les gens voudront l'acheter parce qu'on aime Michael Jordan en tant que joueur de tennis. Vous voyez? Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on développe une valeur marchande? Ben, on la développe, premièrement, il faut avoir le talent au départ. OK? Il faut avoir ce savoir-faire-là. Et il faut être capable d'identifier, OK, quel est ce talent que j'ai? Quelle est cette chose que je suis amené à, ce problème que je suis amené à résoudre? Vous voyez, dans ce domaine ici, par rapport à comment est-ce qu'on se positionne pour réussir dans la vie, ne jamais oublier, mes amis, que la question sur quel problème je peux résoudre, c'est une question à laquelle on doit tous répondre. Quel est le problème que je peux résoudre ou que je suis amené à résoudre? Qu'est-ce que Dieu a déjà mis en moi? Parce qu'en fait, les problèmes que nous sommes censés résoudre, OK, ils sont déjà en nous. Nous sommes tous nés avec des outils pour résoudre des problèmes spécifiques. Je répète encore, nous sommes tous nés avec des outils pour résoudre des problèmes spécifiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêter main forte ici et là dans différentes choses, mais il y a une chose ou certaines choses, OK, pour lesquelles, lorsque nous on s'engage dans des solutions de ces choses-là, on est unique. Vous voyez? Hier, par exemple, j'ai été l'invité spécial pour des millionnaires aux États-Unis. Monsieur et madame sont tous les deux millionnaires et tout, et millionnaires isagéniques, et ils m'ont invité donc à venir faire donc une formation pour leur réseau. Ils ont comme l'un des plus larges, ils ont, je pense, le plus large réseau et tout donc aux États-Unis au niveau des Afro-Américains et tout. Et donc ils m'ont fait l'honneur donc d'aller parler pour eux. Mais comment est-ce qu'ils m'ont rejoint? Ils m'ont juste appelé. Et j'ai vu des gens qui m'ont demandé comme ami sur Facebook. Et puis ensuite ils m'ont contacté. Et le monsieur et la dame m'ont appelé, et très sympathique et tout ça et tout. Et ils m'ont dit, écoutez, on a vu la formation, OK, que vous avez donnée pour un autre grand leader, un autre millionnaire aux États-Unis. Et on était tellement impressionnés par la vidéo et tout cet enseignement-là, que voilà, on est venu vers toi et te demander si tu veux bien venir enseigner aussi à notre communauté et tout ce que tu as enseigné chez l'autre leader et tout. On était tellement impressionnés et tout. Donc, peux-tu nous faire l'honneur de venir aussi parler à nos gens? Alors, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé hier à faire cette conférence, OK, pour des gens que je ne connaissais pas avant que eux m'aient approché? Ben, c'est parce qu'il y a quelque part quelque chose qu'ils ont identifié, OK, dans, on va dire, ce que Dieu a mis en moi en termes de, c'est quoi, on va dire, l'enseignement, la communication, en tout cas, il y a un paquet de choses que Dieu a mis en moi, et ils ont identifié ce qu'ils ont identifié, et pour les mêmes raisons que l'autre groupe de millionnaires qui m'avait appelé pour aller parler dans leur communauté, et tout, ils avaient aussi leurs raisons, mais tout était connecté à qu'est-ce qu'ils ont vu en moi. Et c'est parti d'où pour cet enchaînement de différentes invitations dans ce cadre-là? C'est parti d'une formation que j'ai faite, OK, pour le département corporatif donc d'Isagenix, que plusieurs avaient vu, et il y avait quelqu'un là qui m'avait approché pour dire, OK, j'aimerais bien que tu sois l'invité spécial pour notre communauté. Et de là, ça crée un effet domino. Et là, maintenant, il y a plusieurs grands leaders, des multimillionnaires et tout, des gens qui ont très, très bien réussi, qui ont des gros réseaux, etc., et tout de consommateurs et des gros réseaux de vente. Donc, ça crée un effet domino où, donc, là, maintenant, il y a différentes personnes qui m'approchent et tout, et qui me demandent donc d'aller leur donner un coup de main, etc., etc. Mais eux, ils viennent pourquoi, là? Ils viennent justement pour ce qu'ils ont identifié comme étant une solution, OK? Quelque chose qui peut, donc, résoudre un problème pour leur communauté. Résoudre un problème en termes de, OK, voilà quoi. On l'engage et on a vu qu'il a des talents de communication, d'enseignement, etc. Et on aimerait bien que notre communauté profite de ça. Donc, on a tous en nous quelque chose. OK, c'est pas la seule chose que Dieu a mis en moi, mais c'est l'une des choses que, on va dire, que je peux déjà identifier en tant que tel. Donc, on a tous quelque chose en nous, OK, qu'il n'y a que nous qui pouvons faire comme il n'y a que nous qui pouvons faire. Et notre valeur marchande se développe à partir de cette chose que nous sommes appelés à résoudre. Vous voyez? L'une des façons de créer la richesse va toujours tourner autour d'être capable de combler un besoin non comblé et d'offrir une solution unique à grande échelle. Je répète encore, combler un besoin non comblé, offrir une solution unique à grande échelle. J'espère qu'on prend des notes. OK? Combler un besoin non comblé, offrir une solution unique à grande échelle. Vous voyez? Ça va toujours tourner autour de quelque chose comme ça.
Et j'aime bien comment ce que notre créateur de la BIBLE nous dit que votre cadeau vous ouvre des portes. Votre cadeau crée de l'espace pour vous. Votre cadeau, your gift, makes room for you. Et la dimension du gift, et tout, ça peut être le cadeau, quelque chose que l'on donne, mais c'est aussi le gift. On peut aussi voir la dimension du gift, donc le cadeau, le talent qu'on a en nous. Nous sommes un cadeau pour quelqu'un d'autre. Vous êtes tous ici, chers amis, un cadeau pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et ce cadeau que vous êtes est censé créer l'espace autour de vous. Je répète encore, le cadeau que vous êtes est censé créer de l'espace autour de vous. OK? Voulant dire que à mesure que vous vous déplacez, votre cadeau vous ouvre des portes. Vous voyez? Le cadeau que vous êtes vous ouvre des portes. Vous voyez? Et donc voilà. Alors ça, ce sont des bases importantes lorsqu'on développe une mentalité justement qui nous amène au succès dans notre vie. Vous voyez? Le succès de nos vies, c'est beaucoup de choses. La finalité financière est une finalité, mais il y a tout un processus qui emmène à la récompense financière. Vous voyez? La récompense financière est inévitable parce que c'est les plans de notre créateur. C'est pas un plan genre, OK, ben je vais amener toute cette création sur Terre pour qu'elle stagne en agonie. Et non, c'est pas ça, ça n'a jamais été ça le plan. Vous voyez? Donc, on a tous une rémunération illimitée qui nous attend quelque part. Quelqu'un est prêt à vous payer de l'argent quelque part, mais encore là, avons-nous identifié notre propre valeur marchande? Vous voyez? Pour que quelqu'un dise, OK, je suis prêt à vous payer ça, mais il faut bien qu'on ait développé quelque chose pour que quelqu'un veuille nous donner de l'argent pour ça. Vous voyez? OK? Moi, par exemple, je suis auteur aussi. OK? Je me souviens quand j'ai publié mon premier livre et tout, c'était juste fantastique de voir que, OK, waouh! J'ai pu établir mes propres prix. OK? Et je me souviens quand j'ai publié mon premier livre, je vendais ça à 20 $ américains, OK, par copie. Et les gens achetaient. À ma première publication, c'était comme des milliers de dollars. Déjà, en vente de livres, c'était comme, waouh! J'ai fait ma première impression et tout était parti. Deuxième impression, tout était parti, etc. C'était comme, waouh! Vous voyez? J'ai dit, waouh, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez? Mais encore là, le marketing de réseau m'avait déjà formé dans la mentalité de, OK, comment est-ce qu'on se positionne pour une valeur marchande? Vous voyez? Le marketing des réseaux est une extraordinaire industrie qui permet aux gens de pouvoir pratiquer, OK, l'élément de valeur marchande. Parce que là, maintenant, vous offrez quoi aux gens? Ben, vous offrez des produits qui ont été configurés et tout pour résoudre des problèmes. Tout est une question de est-ce qu'on est capable de résoudre un problème? Vous voyez? Alors, s'il y a des leaders ici engagés dans le marketing de réseau, il est important de regarder ceci au-delà de, bon, voilà les produits à vendre et tout. Non, il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous voyez? On est en train d'apprendre et développer tous les réflexes de qu'est-ce qui fait avancer le monde. Vous voyez? Un monde économique, en tout cas. Un monde économique. Okay? C'est très important, ça. Donc, une entreprise et surtout si on se lance comme dans le marketing de réseau, ben, on peut aussi développer notre propre valeur marchande. Et si on veut comprendre ou essayer d'identifier la valeur marchande jusqu'à présent, ben, regardez les commissions que vous gagnez jusqu'à présent. Vos commissions sont une indication de ce que vous avez, vous, accepté ou toléré comme genre de valeur marchande. Vous voyez? Quand les commissions montent, ça veut dire que oui, je me suis positionné pour qu'on veut me donner plus d'argent. Mais on me donne plus d'argent à mesure que je me positionne pour offrir plus. Vous voyez? Et dans le cadre du marketing de réseau, on offre plus, Dieu merci, collectivement. Vous voyez? Si je peux vendre 2, et Marie-France peut vendre 2, 3, et Virginie peut vendre 2, 3, et Marie-Louise 2, 3, et Ornella 2, 3, et puis Monsieur Ebonnet 2, 3, etc. Waouh! Du coup, donc là, on a un effet collectif extraordinaire. Vous voyez? Et si on est tous connectés au même arbre, c'est fantastique ça. Chaque branche peut faire une vente. Vous voyez? Chaque branche porte fruit. C'est ingénieux comme modèle, ça, vous voyez? Mais quand on comprend la dimension de la valeur marchande, OK? Et qu'on nous dit, OK, qu'on peut nous payer jusqu'à un certain niveau, OK? Parce que dans une compagnie de marketing de réseau, on nous présente un plan de paye. Et on nous donne les niveaux, OK? Niveau d'entrée, niveau intermédiaire, niveau et tout. Donc, on détermine nous-mêmes notre valeur marchande. Je veux qu'on me paye à ce niveau-là. Comme un exécutif qui touche niveau 7 étoiles, 18 étoiles, peu importe les différents rangs. Mais tous ces différents rangs sont connectés à la dimension, en fait, des commissions qu'on reçoit.
Mais la bonne nouvelle ici, c'est que nous, on peut déterminer ça. Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'on se positionne pour que nos revenus changent? Ben, on change comment est-ce qu'on s'y prend. Vous voyez? Comme là, moi, j'ai décidé de ramener mon entreprise à un autre niveau. Mais je me suis déjà engagé personnellement à faire certaines choses personnelles pour que mon entreprise change de niveau. Vous voyez? J'ai déjà mis sur pied, une nouvelle stratégie de marketing personnel par rapport à comment est-ce que je vais aller présenter mon entreprise. Donc, on doit tous à un moment donné faire une révision de où est-ce qu'on en est. Que dois-je faire en ce moment pour que mon entreprise change de chiffre? Peut-être que j'ai toujours fait Facebook. Mais alors, puis-je faire Facebook mieux qu'avant? Est-ce qu'il y a un cours que je peux prendre, une formation que je peux prendre? Est-ce que je peux investir un peu plus d'argent? Peut-être que maintenant, je n'ai jamais payé pour des pubs Facebook, mais maintenant, peut-être qu'il est temps que j'investisse 5 $ par jour pour que mon entreprise, mon activité, mes produits soient maintenant vus par un plus grand public, par exemple. Et peut-être est-ce qu'on a touché déjà Instagram? Peut-être pas. Peut-être qu'on devrait aller sur Instagram. Peut-être qu'on devrait développer d'autres techniques. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire autour de moi, dans les galeries de magasins, dans les marchés, dans les places publiques? Je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut faire, parce que tout ça, c'est toujours une question. Est-ce qu'on peut rassembler les gens? Vous voyez? On a donné à IGA 1,2 million de $ pour un match de tennis. Pourquoi? Parce que le tournoi de tennis rassemble du monde. Vous voyez? Et dès qu'on rassemble du monde, vous devenez intéressant. Pourquoi? Parce que dans ce monde économique où il s'agit de vendre un produit, beaucoup de personnes voudront donc placer leur pub, passer par vous, parce que vous rassemblez du monde. Facebook fait des milliards parce que Facebook rassemble du monde et ces gens-là maintenant sont un marché pour les commanditaires qui eux maintenant viennent afficher leurs produits. Alors les Facebook prend l'argent parce que eux donnent la foule, ils rassemblent les gens, ils prennent l'argent des compagnies pour que les compagnies maintenant fassent leur pub. Parce que les gens payent de l'argent pour faire la pub sur Facebook. Donc Facebook fait de l'argent pour permettre aux compagnies d'afficher leur pub. Mais combien de cet argent-là va à vous, à nous ici qui utilisons Facebook? C'est gratuit, c'est facile. Et les gens s'arrêtent. Bon, j'ai mis mes photos, regardez-moi aujourd'hui, ma belle coiffure, regardez ma belle robe aujourd'hui, regardez aujourd'hui, je suis au restaurant, au bord de l'eau, regardez ma belle assiette de crevettes. Très bien. Belle assiette de crevettes, belle robe, nouvelles lunettes, très bien, vous êtes la plus belle. Mais entre-temps, combien d'argent est-ce que Facebook vous a redonné? Pendant que vos belles photos, les belles lunettes, etc., et tout ça, et on veut qu'on nous fasse des likes, que tout le monde nous aime, d'accord. Après ça, combien d'argent est-ce que Facebook vous a donné, vous a reversé? 0. Vous voyez? Donc, on doit penser différemment. Donc, on a donné à cette joueuse de tennis 1,2 million de $ pour un match parce que le tennis, dans ce cadre-là, ce tournoi de Miami, rassemble les gens. Et parce qu'on a rassemblé les gens, donc les commanditaires viennent et peuvent mettre beaucoup d'argent parce qu'ils veulent faire connaître leurs produits. Dans le marketing de réseau, nous rassemblons aussi les gens. Vous voyez? Pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, moi aussi je suis un participant à cette industrie. Il s'agit de rassembler les gens, vous voyez? Et on rassemble les gens pour découvrir les vertus d'un produit capable de redonner de l'énergie, enlever les boutons sur la peau, redonner l'éclat, enlever les rides. Vous voyez? Aider quelqu'un à ce que son taux d'hémoglobine soit donc restabilisé. Aider quelqu'un à ce qui est... donc, par rapport aux solutions qui sont offertes et le fait qu'on puisse rassembler autant de monde que possible, donc il y a un système de compensation là-dedans et tout. Voilà. Dont on va bénéficier. Mais c'est la même formule. On rassemble les gens et tout, et la compensation va suivre. Donc nous maintenant, si on va dire qu'on n'est pas trop content de là où on est avec notre réseau, on a une équipe de 20, 30, 40, 50 personnes, 100 personnes, comment ramener l'équipe de 100 personnes à 200 personnes? Il y a toujours un travail à faire. Faites un bilan de qui veut encore travailler dans votre équipe. Voyez un peu si on peut revoir nos stratégies plus relancées. Sinon, écoutez, ça viendra toujours avec un influx de nouvelles personnes qui arrivent et puis qui ont maintenant une énergie spécifique pour un facteur de multiplication. Un réseau peut changer du jour au lendemain parce que l'aspect exponentiel ne finit jamais. Vous voyez? Donc, mais il y a toujours quelque chose qu'on a à faire. Alors, quand on a compris la valeur marchande, mes commissions démontrent que j'ai toléré moi-même ce niveau de valeur marchande.
Je veux, moi, qu'on me reverse 100 millions par année. Donc, il y a un travail à faire. Oui. Parce qu'un million par année, c'est 3 000 $ par jour. Que dois-je faire en ce moment pour que mon activité me produise 3 000 $ tous les jours? Combien de ventes doivent être faites par mois ou mon équipe, mon réseau, mon magasin, mes magasins, pour que je puisse comptabiliser personnellement 3 000 $ par jour? Et si je peux comptabiliser personnellement 3 000 $ par jour, c'est 1 million $ à la fin de l'année. Vous voyez? C'est important de comprendre la valeur marchande. Vous voyez? L'employé ne va jamais utiliser les muscles de valeur marchande parce qu'il n'a pas besoin de les utiliser. On ne lui a jamais appris à l'école à penser en termes de liberté financière. Et les employés vont et on leur donne un boulot et puis voilà, c'est tout. On est juste content. Sois content pour le 18 $ de l'heure. OK, le 18,50 là, réjouis-toi pour ça. OK? Non. Pourquoi 18 $ de l'heure? J'ai en moi des choses qui peuvent résoudre des problèmes. Vous voyez? Et résoudre un problème, c'est sûr que dans une compagnie, oui, on contribue, oui, mais on aide la compagnie à résoudre un problème. On n'est pas, nous, individuellement en train de résoudre des problèmes. Un employé aide la compagnie à résoudre les problèmes. C'est la compagnie qui résout des problèmes. Pourquoi est-ce que j'aime le marketing de réseau? C'est qu'on n'est pas employé, on est indépendant et tout. Et quand on parle de résoudre des problèmes, ce n'est pas la corporation qui manufacture les produits qui résout les problèmes. Elle les résout indirectement à travers nous. Oh là là que oui, à travers nous. Vous voyez? Parce que c'est nous, en fait, qui avons le marché. Nous sommes naturellement ce réseau de personnes. Vous voyez? OK? C'est nous qui avons le marché. Donc, on peut dire là qu'un indépendant du marketing de réseau est réellement en train de résoudre des problèmes parce que c'est lui qui va dans une communauté et c'est lui qui impacte la communauté. Certes, en profitant des produits qui ont déjà été manufacturés par le partenaire, la corporation. OK? D'où le partenariat et les redevances qui nous reviennent. Mais encore là, on peut dire qu'on impacte la vie des gens personnellement. Vous voyez? Parce que la compagnie elle-même ne connaît pas ces gens-là. Vous voyez? La compagnie elle-même ne connaît pas, en fait, ces personnes-là. OK? Donc, oui, un employé aide la compagnie à créer un impact. Dans la dimension indépendante du marketing de réseau, nous-mêmes, OK, on impacte les gens. Vous voyez? Et de ce côté-là, c'est juste extraordinaire. OK? Donc, voilà. Alors, commençons à penser différemment en termes de valeur marchande. Vous voyez? Si on paye une joueuse de tennis 1,2 million $ pour un match, chers amis, OK? Il est temps de commencer à penser différemment. Mais encore là, c'est des heures d'entraînement, c'est des sacrifices, c'est plein de choses là. Pour que finalement, elle arrive à un niveau où si elle gagne ce tournoi-là, on lui verse ce montant-là. OK? Mais elle a travaillé sa valeur marchande. Oui? Elle a travaillé. C'est sûr que ça prend d'abord le talent. Il faut savoir jouer. Il faut savoir bien jouer. Il faut avoir des talents spécifiques. OK? Il y a des joueurs qui ont un service qui est très très fort. Il y a des joueurs qui sont très forts au coup droit, revers. Parfois, ils sont forts dans les deux. Il y en a qui sont forts en attaque. Il y en a qui frappent la balle fort. Il y a toutes sortes de différentes stratégies, mais il faut être bon dans ce que l'on fait, premièrement. Et là, maintenant, quand on est assez bon pour battre beaucoup de personnes, alors là, on peut maintenant se positionner en termes de valeur marchande. On peut aller à un niveau où on peut nous donner beaucoup plus. Vous voyez? Donc, pensons toujours que la valeur marchande, OK, on la détermine nous-mêmes. Vous voyez? OK, on regarde un peu qu'est-ce que le marché est en train d'offrir. Et je me positionne pour qu'on veuille me donner de l'argent. OK, pour ce que je suis capable d'accomplir. Et il n'y a pas de limite par rapport à ça. OK? Il n'y a pas de limite par rapport à ça. OK? C'est toujours connecté à, OK, l'effet de masse. OK? Impacter. OK? Apporter des solutions qui impactent de façon globale. Parce que c'est lorsqu'on a la masse qu'on a les chiffres qui sont hauts. OK? Avec 2 clients, ben, on ne fera peut-être pas assez le même argent qu'avec 200 clients. C'est juste la loi des nombres. Vous voyez? Donc, commencez à penser différemment en termes de valeur marchande. Regardez votre réseau en ce moment. Regardez vos commissions. OK? Et commencez à penser différemment. Que puis-je faire en ce moment pour qu'on me paye plus? Parce que j'ai une valeur illimitée à moi. OK? J'ai des talents extraordinaires. Et peut-être que dans le marketing de réseau, OK? Ben, comment est-ce que mes talents peuvent servir mon entreprise en ce moment? OK? Qu'est-ce que je peux bien faire dans la vie? Il y a toujours une manière d'amener nos propres talents dans ce que l'on fait, même si on est un indépendant du marketing de réseau. Vous voyez? C'est sûr que quand on est en dehors d'une structure comme dans le marketing de réseau,
on est aussi donc de façon indépendante en train de faire nos propres choses, les mêmes principes s'appliquent. Okay? Toujours se demander, pour que quelqu'un veuille de vous, on se positionne pour qu'on veuille de nous. Vous voyez? On se package, on va se présenter comme on va présenter un emballage de nous-mêmes pour que quelqu'un veuille dire, oui, pour ça, je vous donne de l'argent. Oui. L'une de mes filles, 12 ans, 12 ans, avec l'école à la maison dernièrement, dont je vous parle assez souvent, et tout, l'une des choses qui est ressortie, c'est que les talents des enfants ont juste explosé. Le savoir-faire, les choses, ils font des choses à leur âge que les enfants qui vont juste à l'école de façon traditionnelle ne font pas. Et elle, c'est devenu ma fille de 12 ans, c'est devenu une pâtissière 5 étoiles. Elle fait des pâtisseries extraordinaires. Et dans une des activités de l'école à la maison, les vendredis, ma femme et mes enfants vont dans une autre famille d'école à la maison, et il y a d'autres familles qui se rassemblent là, et il y a comme des randonnées, des activités et tout qui se font là. Et que c'est pour leur donner un aspect social au fait qu'ils sont toujours à la maison, mais ils vont se rencontrer, il y a des activités. Et ils ont été là, et elle avait juste fait des biscuits au four, elle a fait des biscuits, elle a ramené là. Ils ont mangé, elle avait juste amené ça comme, voilà, friandise, courtoisie, juste de sa propre part, hein, pour, donner aux autres. Et ils ont mangé ces biscuits, c'est comme, waouh, et tout. Il y a un jeune garçon qui lui a dit, écoute, vendredi prochain, quand vous revenez pour, les activités et tout, si je te ramène $10, est-ce que tu pourras me donner un plateau à moi de biscuits? Elle a dit oui. J'ai dit oui. Ils m'ont demandé, ma femme est venue, oui. J'ai dit oui, dis-lui. J'ai dit absolument. Parce qu'avant, ils n'ont pas juste dit oui tout de suite, ils m'en ont parlé, j'ai dit oui, absolument. Prends le $10. Pourquoi? Parce que ça lui apprend, ce concept de valeur marchande. Elle a ce talent, elle a fait des biscuits, tout le monde a dit waouh, et quelqu'un veut lui donner de l'argent pour ça, vous voyez. Donc à un jeune âge, elle apprend comment ça marche. Parce qu'elle se considère comme pâtissière et entrepreneur. Elle est juste une pâtissière et entrepreneur. Wow. À son âge, elle est déjà très, très intéressée à tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, et elle le fait déjà. Tous mes enfants sont déjà formés entrepreneurs, eux tous. Vous voyez. Donc voilà, alors c'est ça, vous voyez. On a tous quelque chose en nous qu'on peut emballer pour que quelqu'un veuille dire oui, je veux de ça. Tous. Utilisez le marketing de réseau, pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, comme un terrain de pratique, pour pratiquer justement ça. Parce que c'est ça que l'on fait, vous voyez. Alors, un petit mot sur la répétition. Parfois, on m'entend dire des choses et on pense que je me répète. Et tout. Et c'est tout à fait normal qu'on entende certaines choses à répétition. Pourquoi? Parce que voici ce que nous dit notre Créateur. Et désolé encore si ça va offenser qui que ce soit, mais c'est juste mon style d'enseignement. Je n'ai pas... j'ai parcouru beaucoup de livres, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, dans ma vie. Surtout quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat au tout début, je dévorais tout ce qu'il y avait comme enseignement, gourou. Je suis passé par toutes les théories qui existent là-bas dehors, Et ma grosse conclusion là-dedans, qu'il n'y a absolument rien qui bat la BIBLE. Je vous le dis. Ça, c'est ma expérience personnelle. Donc, mes références vont généralement être de là. Généralement. Enfin, toujours. Et voici ce qui est dit. La foi vient de ce que l'on entend. C'est sûr que ce n'est pas tout le contexte du passage qui dit que de tout ce que l'on entend, et tout ce que l'on entend donc de la parole de Dieu, qui doit être de la parole de Dieu. Mais avant d'arriver à la partie qui dit que la foi, ça doit être de la parole de Dieu, la première partie de cette phrase est très importante. La foi vient de ce que l'on entend, Et ensuite, il y a la dimension parole de Dieu. Mais je m'arrête aujourd'hui juste à ce que l'on entend. Qu'est-ce que vous entendez régulièrement, mes amis? On peut bâtir une foi négative comme positive. C'est tout ce qu'on entend, c'est tout ce que la télé dit, les médias, les scandales, les problèmes, les choses, les abominations que l'on voit autour de nous, des choses complètement socialement et moralement inacceptables, qui sont devenues très, très populaires. Et tout, c'est ça que l'on produit. Vous voyez? La foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez? Donc, qu'entendez-vous? Vous voyez? À force d'entendre que tout le monde est fauché, tout le monde est amer, etc., et tout, finalement, c'est ça qu'on va reproduire. Parce que vous voyez le processus, de nos oreilles, nous entendons. Donc, les oreilles sont l'un des canaux à travers lesquels, donc, les dépôts se font dans notre cœur.
dans notre esprit. On nous dit aussi par notre extraordinaire Créateur que de l'abondance du cœur, de l'abondance du ventre, la bouche parle. Vous voyez? Okay? De l'abondance du cœur, okay? De l'abondance du ventre, la bouche parle. Mais quelle abondance? Ça veut dire qu'il y a eu des dépôts qui sont accumulés dans le cœur. Mais les dépôts qui s'accumulent dans le cœur viennent d'où? Ils sont rentrés par où? Par quel canal? Par les oreilles et par les yeux. Donc ce que nos yeux voient et nos oreilles entendent deviennent les dépôts qui deviennent prédominants dans nos cœurs, dans nos ventres. Et de l'abondance du ventre, du cœur, la bouche parle. Et ensuite, on produit le fruit de nos lèvres, tout simplement. Et l'autre processus, c'est que lorsqu'on parle, okay, de l'abondance de ce qui est déposé en nous, nos oreilles entendent à nouveau et on refait le cycle. Vous voyez? OK? Donc, ce qu'on entend est important. Ce qu'on entend est important. OK? Donc, si souvent vous voyez dans les enseignements, vous avez l'impression qu'ils se répètent, c'est toujours la même chose, oh là là, est-ce qu'on va aller à ce Zoom encore pour l'entendre dire? Mais justement, mes amis, la réalité est qu'on a besoin d'entendre davantage, vous voyez? Parce que regardez vos résultats autour de vous, OK? Et vous pouvez vous auto-évaluer. Nos résultats sont la résultante de ce que nous avons entendu en majorité. Vous voyez? S'il y a un Zoom, si vous êtes un entrepreneur du marketing de réseau, ne manquez pas l'opportunité si vous pouvez. Si vous êtes au travail, vous êtes au travail. OK? Mais ne manquez pas l'opportunité de vous connecter à un Zoom, mes amis. Non. OK? Tous les gens qui ont du succès à un très haut niveau ne manquent pas une opportunité d'être à nouveau revendus par la chose. Vous voyez? Parce qu'il y a tout un processus que j'expliquerai dans un enseignement plus tard. OK? Je vais expliquer le processus de comment certaines choses fonctionnent. OK? Avec certaines définitions de la foi et tout, et comment tout le processus s'installe. Vous voyez? Ça va très, très loin. Donc, nos vies sont un reflet sont la résultante de ce on s'est permis d'entendre et de voir. Et que nos bouches ont continué de déclarer. Donc, si vous entendez des choses à répétition, OK? Plutôt que de se dire, ah, mais lui, il dit toujours la même chose, mais c'est toujours la même chose. Oh, il y a Zoom ce soir. Ah, mais de toute façon, on connaît les produits, on sait c'est quoi. Erreur. Erreur. Vous voyez? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez? Ce que l'on entend deviennent des dépôts. Et les dépôts donc, vont par les lèvres. Et on produit les fruits de nos lèvres, mes amis. OK? Donc, il faut constamment s'exposer à entendre et réentendre. Entendre et réentendre. Parce qu'on ne va jamais réentendre la même chose de la même manière. Il y aura toujours une nuance qui va nous faire dire, oh, waouh, c'est différent ça. Je pensais avoir compris ça, mais aujourd'hui, je l'ai compris différemment. OK? Très important. OK? De ne pas faire cette erreur-là de l'habitude et on prend pour acquis à la fin. Oh, on a Zoom, on prend pour acquis. Oui, mais quand est-ce que nos vies vont changer? Le changement viendra d'où? Qu'est-ce qui va provoquer le déclic? Si entre-temps, ben, on ne se positionne pas assez fréquemment, okay, devant ce qui peut provoquer le déclic. OK? Comment est-ce qu'on parle? Nos mots sont c'est capital. 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 OK? Nous sommes des êtres, OK? Que l'on peut considérer comme des esprits parlants. Nous sommes des esprits parlants, mes amis. On aura une session beaucoup plus tard où je pourrai décortiquer ça. Nous sommes des esprits parlants. OK? Et on doit faire très attention à la dimension des mots. J'ai fait un séminaire il y a quelques années que je vais relancer et tout, dont le titre est « Le gouvernement des mots ». Je l'ai fait et ça a été une explosion quand j'avais lancé ce séminaire-là, le gouvernement des mots. C'était une explosion et je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais refait. Mais je vais en tout cas vous le présenter bientôt avec de nouvelles révélations et de nouvelles perspectives et tout, que je n'avais peut-être pas il y a 4 ou 5 ans. J'ai fait ça en 2017, en 2022, ça fait 5 ans. Mais je veux le relancer. Ça a été toute une histoire quand ce séminaire avait été lancé, le gouvernement des mots et tout. Donc j'irai revoir mes archives, voir un peu qu'est-ce que j'avais écrit à cette époque-là et ramener une version donc actualisée. Parce qu'on grandit évidemment, il y a beaucoup de choses à présenter, peut-être que je n'avais pas dit à cette époque-là. Mais c'est tellement crucial, tellement crucial et tout, l'autorité qui réside dans les mots qui sortent de nos bouches. Oh là là,
Oh là là. C'est pour ça que vous voyez, on ne peut pas dissocier notre Créateur de tout ce que l'on fait. C'est une grave erreur si on pense qu'on peut mettre Dieu dans des tiroirs et puis voilà. Parce que là, maintenant, on est au boulot, on est dans le monde des affaires. Ah, non, non. Parce que tout ce qui gouverne nos vies, ok, est connecté à ce gouvernement-là qui vient de notre Créateur. Donc, si on veut que nos vies aillent dans une certaine direction, on ne peut pas séparer ça, vous voyez. Et un entrepreneur sage, okay, devrait considérer ça aussi. Vous voyez. Alors, voici le quiz du jour. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Okay. Je répète encore, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Okay. Une autre version dit, le riche domine le pauvre, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Okay. Le riche domine le pauvre, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Alors, on continue. Ça ici, c'est une réflexion importante. Okay? Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est énorme, ça. Okay? Alors, c'est à l'image de la société d'aujourd'hui. Okay? Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Okay? Alors, on est dans une société où le crédit domine. Le crédit bat son plein. Aux États-Unis, il y a 8 à 9 milliards, je répète encore, aux États-Unis, 8 à 9 milliards de nouvelles cartes de crédit imprimées chaque année, postées aux gens. 8 à 9 milliards de nouvelles cartes de crédit. On est à combien sur Terre en ce moment? 7 milliards d'habitants. Aux États-Unis, on imprime plus que la population totale de la Terre chaque année en cartes de crédit. Vous voyez un peu? Donc, on voyait là l'intention là, donc, de l'esclavage par l'emprunt, par les prêts. Okay. Donc, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors, comment est-ce qu'on se positionne pour ne pas être celui qui emprunte, qui est en fait appelé ici par notre Créateur l'esclave, celui qui emprunte. Okay. Comment vivre une vie où justement, est-ce qu'on nous a créés pour vivre dans une dimension économique où on est constamment esclave de celui qui prête? Okay. Mais celui qui prête, là, comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir prêter? Comment est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est juste comme ça, par le hasard? Okay. Mais il s'est positionné pour pouvoir prêter. Vous voyez? Positionnement encore, valeur marchande. Okay. Le riche domine sur le pauvre. Oh, les méchants riches. Non. Il y a riche et il y a méchant. Il y a aussi pauvre et il y a méchant. Il y a des très très méchants pauvres. Tout comme il y a aussi des très très méchants riches. C'est une affaire de méchant ou pas méchant. On peut être méchant riche ou méchant pauvre. On peut être très bon et gentil riche et très bon et gentil pauvre. Okay? Mais la société a encore amené toutes sortes de philosophies distorsionnées et tout qui est une attaque sur la liberté totale des gens pour qu'on répugne tout ce qui touche à l'élément de la richesse parce que les riches sont mauvais. Non, 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 pas vrai du tout, ok? C'est pas vrai. Donc, vous êtes des bonnes personnes. Si vous aviez plus d'argent, vous ferez de bonnes choses. Donc, vous êtes la preuve que c'est pas vrai ça, ok? Parce que vous êtes des bonnes personnes, ok? Donc, le riche domine sur les pauvres ici, ce n'est pas avoir du genre, oh ben voilà les méchants riches, ils écrasent les pauvres. Non. C'est que le contexte des riches leur donne une influence qui dicte la société, qui dicte où la société se dirige. Et vous allez voir que dans un enseignement plus tard, ultérieur, je vous sortirai un autre passage extraordinaire du tiroir de notre Créateur, du tiroir, de l'un des tiroirs et tout, qui explique comment est-ce que la valeur, la parole du pauvre n'est pas respectée. Ça va très très loin, mes amis, vous voyez. Et donc, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je parlais de valeur marchande aujourd'hui. Et je m'adresse à des entrepreneurs ou à des aspirants entrepreneurs. Ok? Je m'adresse à des entrepreneurs ou bien aspirants entrepreneurs. Alors, on doit comprendre le concept de valeur marchande. Parce que quelqu'un, justement, qui est constamment en train d'emprunter, n'a aucune notion de valeur marchande. Parce qu'il ne se voit pas, lui, en position de pouvoir être payé à un certain niveau. Avoir de l'argent, c'est il faut que quelqu'un me le donne. Il n'y a pas un déclic que moi, je peux produire de l'argent, une rivière d'argent infinie qui vient vers moi.
Alors que notre Créateur nous a dit que lorsqu'on fait certaines choses d'une certaine façon, on devient comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. C'est extraordinaire, ça. Un arbre planté près d'un cours d'eau. Okay. Voulons dire qu'on a un arbre planté près d'un cours d'eau. Un cours d'eau, on appelle ça en géographie une confluence. Il y a plusieurs courants d'eau qui viennent vers vous. Pour un entrepreneur, c'est quoi le courant d'eau? La confluence, ben c'est plusieurs courants, plusieurs sources de revenus, de clients, de prospects, de ventes. Vous voyez un peu? OK? En tout cas, ça va très très loin en tant que tel. OK? Donc voilà un peu. Cet enseignement va beaucoup plus loin que ce que j'ai mentionné là. Mais ce que je voulais ramener ici comme élément, c'était l'élément de valeur marchande, tout simplement. OK? OK? Donc, je reviens encore là-dessus pour conclure et tout, et on a encore quelques minutes ensemble. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors, où êtes-vous là-dedans? Êtes-vous celui qui emprunte ou êtes-vous celui qui prête? Alors, si on se retrouve à être celui qui emprunte et on emprunte trop et on est perdu dans les emprunts, on ne sait même plus comment rembourser, hein, on peut se sortir de là. Dieu merci, l'entrepreneuriat et tout, quand c'est fait correctement, peut vous sortir de là. On peut quitter l'étiquette celui qui emprunte tout le temps, qui est l'esclave de celui qui prête, et on peut devenir le prêteur. Vous voyez? Vous voyez pourquoi est-ce que ces enseignements sont importants? C'est parce que si on n'enseigne pas de cette façon ici, comment est-ce qu'on va libérer les gens de cet esclavage-là? Vous voyez, ça commence déjà ici, l'esclavage en tant que tel. C'est là que ça part. Vous voyez? OK. Donc, la prochaine fois, vous allez voir un joueur de tennis, un joueur de football recevoir des bourses énormes. Souvenez-vous de la valeur marchande. Pourquoi est-ce qu'on leur donne autant d'argent? Et pourquoi est-ce que quelqu'un n'est pas prêt à vous donner 1 million comme on a donné aux joueurs de tennis? Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas positionné de la même manière pour qu'on veuille nous donner ce million-là. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour que je puisse générer 1 million qui viendra du fait que les gens voudront me le donner? Mais il faut bien que je fasse quelque chose par rapport à ça. Est-ce que je suis capable? Oui, vous êtes capable. On est tous capables. Vous voyez? OK. On a tous quelque chose en nous qui est unique. Et Dieu merci, au cours de l'année, on aura des sessions où on va aller puiser dans justement ces choses-là. Pour qu'on prenne confiance en nous. Vous voyez? Chaque session fait un travail spécifique. Cette session-ci a fait sa propre chirurgie. Et il y a des choses spécifiques que cette session a fait. Okay. Et chaque session va nous aider à nous emmener quelque part, graduellement. Okay. Alors, pour ceux qui veulent savoir c'était quoi le passage que j'ai lu tout à l'heure, ça vient de Proverbe 22:7. Donc voilà. Bref, donc voilà. Alors c'était ça. Donc allez méditer là-dessus. Un entrepreneur doit justement être connecté à ce genre de sagesse qui viennent de très très loin, qui viennent de notre propre créateur. Okay? Parce que la société est à l'image de ce qu'on dit ici. Mais nous, on a le potentiel individuellement de se positionner. Okay? De se positionner.